Je vais passer la main à Sarah qui va nous parler des bénéfices potentiels de recruter des docteurs, des scientifiques dans ces équipes quand on est dans le privé. À toi, Sarah. Merci Léo. Et donc, pour compléter ce que disait Léo, donc, il a introduit le mot doctorat. Alors, qu'est-ce qu'un doctorat? Donc, c'est le plus haut diplôme de l'enseignement supérieur. Il suit le master et équivalent au niveau Bac+8. Alors, il nécessite généralement 3 années d'études et de recherche. Et donc, cette durée peut varier en fonction du pays, des projets, des disciplines. Donc, le doctorant, c'est la personne qui prépare sa thèse pour obtenir un doctorat. Donc, ce doctorant s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur accrédité par le ministère pour décerner le diplôme de doctorat. Et donc, ça se fait à la suite de la rédaction de sa thèse, qui peut faire une centaine à plusieurs centaines de pages, et donc qui est suivie par une soutenance orale devant un jury qui est expert du domaine. Alors, le but d'un doctorat, c'est la production de nouvelles connaissances scientifiques et académiques, et donc dans un domaine spécifique, bien sûr. Et donc, le doctorant travaille pendant 3 ans minimum sur un projet de recherche. Et donc, pour cela, il est amené à faire une étude de l'état de l'art afin de positionner son projet par rapport aux travaux qui sont réalisés en cours. Donc, une fois son projet positionné par rapport à l'état de l'art, c'est là où se posent les questions de recherche. Ensuite, donc, afin de répondre à ces questions de recherche, il va suivre une démarche expérimentale dans le milieu universitaire et de recherche. Il va tester les hypothèses, il va évaluer les résultats, puis tirer les conclusions. Donc, enfin, afin de valoriser donc ces résultats et ces conclusions, il va rédiger donc des articles scientifiques et les publier ou et participer à des congrès, des séminaires scientifiques. Alors, juste pour la partie publication des articles, cette partie peut être obligatoire en fonction des écoles doctorales. En fait, le fait de publier un article, ça peut être une condition à remplir pour pouvoir soutenir sa thèse. Donc ensuite, après donc ces quelques années de recherche, ces titulaires de doctorat accumulent des compétences qui sont solides dans la recherche, la créativité et l'innovation. Donc pour les compétences Léo, s'il te plaît, pour la prochaine diapo. Alors, alors ces compétences, nous pouvons citer par exemple les compétences spécifiques spécialisées, comme trouver des solutions à des problèmes complexes, avoir une grande capacité d'analyse et de compréhension, une capacité à réunir les éléments qui sont importants pour trouver une solution. Ensuite, donc, au-delà des compétences spécifiques et spécialisées, les titulaires de doctorat peuvent acquérir des compétences transversales qui vont leur permettre d'intégrer de nouvelles équipes et donc apporter leur expertise dans divers secteurs. Et donc, c'est ça qui rend les chercheurs ou les docteurs très recherchés dans divers secteurs. Donc, parmi ces compétences, c'est la gestion des projets, l'autonomie, la rigueur, les compétences rédactionnelles. Donc, un petit point d'attention à la fin, ne pas confondre entre un titulaire d'un doctorat et un docteur en médecine. En fait, le docteur en médecine n'est pas habilité à mener des projets de recherche. Et donc, s'il veut le faire, il est obligé à s'inscrire de nouveau à l'université et donc faire les 3 années de doctorat. Donc, passons ensuite donc au recrutement. Donc, pourquoi recruter docteur ou doctorant? En fait, ça peut être un atout stratégique pour les entreprises parce que ça permet l'internalisation de compétences clés de chercheurs et donc cela permet de dynamiser les projets de R&D en favorisant l'innovation et la collaboration en interne. Et donc ça, c'est un nouvel élan au projet de R&D à l'entreprise. Puis ensuite, la légitimation des projets de recherche de l'entreprise, donc en apportant l'expertise scientifique et une crédibilité. Donc ensuite, l'accélération de la R&D et la mise en place de nouveaux projets. Et donc ça permet de répondre rapidement aux évolutions du marché. Donc ensuite, l'amélioration des processus de R&D avec toutes les méthodologies, les connaissances que le docteur peut apporter avec lui. Puis, l'accès à des réseaux académiques et industriels, donc à savoir que les docteurs, doctorants disposent souvent de liens qui sont solides avec les universités, les centres de recherche, les laboratoires. Donc, tout ça permet, donc toutes ces connexions permettent de faciliter les partenariats avec des partenariats pardon, stratégiques avec l'entreprise. Et donc, ce qui permet également d'avoir accès à des financements publics.
Donc ensuite, ça permet un développement accéléré de la propriété intellectuelle. Alors pourquoi? Parce que le doctorant, docteur, ils ont une expérience du coup dans la recherche dans l'état de l'art, la rédaction, la recherche de solutions dans tout ce qui est études déjà faites. Et donc ça peut faciliter l'identification des solutions brevetables. Et donc finalement, l'optimisation des coûts et des ressources en R&D. Et ici, on parle de dispositifs de soutien financier à la R&D, comme par exemple le CIRC, qui est le crédit d'impôt recherche. Donc, une petite parenthèse pour parler rapidement des dispositifs de soutien financier dans la prochaine diapo. Alors, comme par exemple le TIR, qui est le premier dispositif de soutien à la R&D en vue de créer de nouvelles connaissances techniques et ou scientifiques. Et pas que le CIR, c'est vrai, il est le premier dispositif qui est majoritaire. Nous pouvons identifier aussi le SICO, qui est le crédit d'impôt de recherche collaboratif. Lui, le SICO, il est créé il y a seulement 2 ans. Et donc, c'est un dispositif de soutien à la recherche collaborative, des collaborations avec des laboratoires publics. Nous pouvons identifier également des subventions, comme par exemple la convention CIFRE. Nous pouvons parler également du statut jeune docteur. Donc ça, nous allons parler de ces deux mécanismes dans la prochaine partie. Et donc tout ça, en fait, tous ces dispositifs permettent du coup un soutien financier et permettent également de réduire les coûts pour l'entreprise et donc réduire les coûts liés à la R&D, évidemment. Donc quand on parle coûts liés à la R&D, donc comme par exemple le recrutement des docteurs, des ingénieurs, l'achat de machines, les dépenses de propriété intellectuelle, de la sous-traitance, etc. Et donc, finalement, ces mécanismes encouragent les entreprises à investir davantage dans le développement technologique et à renforcer la compétitivité.